Les stéroïdes anabolisants sont des substances extrêmement dangereuses que les bodybuilders prennent tous les jours pour avoir des physiques absolument hors du commun. Mais attention, les stéroïdes sont remplis d'effets secondaires et dans le pire des cas, ils peuvent même entraîner la mort de celui qui en prend. Il y a 90 gélules de turkestérone à l'intérieur et pendant 30 jours, je vais faire l'expérience sur mon corps de prendre une gélule par jour pour voir si ça fonctionne vraiment comme un stéroïde anabolisant très puissant. Aujourd'hui, on va commenter ensemble la vidéo d'Ananas Musclé dans laquelle il prend 30 jours de stéroïdes naturels et le résultat, vous allez le voir, est carrément choquant. Vous allez enfin savoir si la turkestérone est un stéroïde anabolisant naturel ou bien si c'est quelque chose qui va simplement anaboliser le portefeuille de la personne qui vous le vend et de l'industrie du supplément alimentaire. C'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Mais là vous devez vous dire, mais attends, il est malade ce mec, non seulement les stéroïdes c'est interdit en France, mais en plus c'est pas du tout naturel, est-ce que tu vas vraiment prendre ça? Mais non, moi je vais utiliser de la turkestérone, qui est à la mode aux États-Unis et qui est un nouveau complément sur le marché. Apparemment ce sera un complément révolutionnaire, naturel, encore plus puissant que les stéroïdes, mais avec aucun effet secondaire sur la santé. Bon, déjà quand on te vend un supplément qui est plus puissant que les stéroïdes anabolisants, complètement naturel bien sûr, hein, ça a été fait à partir de feuilles d'orchidées purifiées, c'est totalement naturel, totalement safe, aucun effet secondaire, bah oui bien sûr, hein, plus c'est gros, plus ça passe, et révolutionnaire. Bref, c'est probablement du marketing parce que dites-vous bien qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait noter. La première, c'est attention au marketing et attention à ce qu'on essaie de vous faire croire. J'ai même pas encore vu la vidéo, mais vous savez déjà que quand on vous promet, hein, c'est comme les nouvelles crèmes anti-rides, c'est comme les produits qui sont censés vous faire rajeunir, les choses qui vont agrandir. Bon, pardon, là je m'égare un petit peu, mais tout ça, les promesses, plus c'est gros, plus ça passe, et c'est exactement pareil avec les compléments alimentaires. Pour ceux qui sont dans le monde de la musculation, du sport, des compléments alimentaires depuis un petit moment, les modes vont et viennent, et régulièrement on entend parler de nouveaux composés, de nouvelles molécules révolutionnaires, et puis à chaque fois, c'est à la mode 1 an, 2 ans pour les produits les plus résistants, et puis ensuite, plus personne n'en parle, donc faites très attention à ça. Maintenant, la deuxième chose, indépendamment du marketing, parce qu'à la limite, faire du marketing pour un produit qui marche réellement, c'est plutôt quelque chose, on pourrait penser, de positif. C'est-à-dire, bah oui, si quelque chose marche, autant le faire découvrir au plus grand nombre. Et le jour où on découvrira, parce que peut-être qu'on peut découvrir une molécule puissante, sans effet indésirable, ou en tout cas avec peu d'effets, qui est véritablement quelque chose d'efficace, il faudra et ce sera bien que ça se diffuse. Mais en général, quelque chose qui est aussi puissant, aussi révolutionnaire et aussi, voilà, aussi bénéfique que ce qui est décrit dans les promesses, eh bien dites-vous que ça n'attendra pas le marketing pour se diffuser et les gens vont en parler et tester, et puis en gros plus le composé est efficace et moins le marketing est nécessaire. Mais cela dit, attention, quand quelque chose est vendu comme très efficace, pourquoi pas? On a déjà vu des compléments alimentaires qui sont très efficaces, même des molécules qui peuvent être naturelles avec des effets prouvés sur la prise de muscle, sur n'importe quel effet on va dire recherché positif, mais le sans effet indésirable c'est quelque chose pour lequel il faut se méfier parce que c'est pas déjà parce que c'est naturel que ça n'aura pas d'effet indésirable, j'en parle régulièrement, mais il y a des champignons qui sont tout ce qu'il y a de plus naturel et pourtant si vous les mangez vous finissez très mal à l'hôpital. Et la deuxième chose, c'est qu'en général quelque chose qui va être hormonal, qui va toucher aux hormones et jusqu'à preuve du contraire à la prise de muscle, aujourd'hui on n'a pas encore trouvé de composé qui soit très efficace, et je dis bien très efficace, et qui n'ait aucun effet indésirable, parce que toutes les molécules qui sont actives, qu'elles soient très actives, un petit peu actives, si elles agissent sur des voies de signalisation, sur des récepteurs et qu'elles donnent des effets, elles peuvent avoir malheureusement des effets indésirables, parce que si ça n'a aucun effet indésirable chez personne, c'est tout simplement que ça n'agit pas. Donc voilà, c'est déjà le petit disclaimer d'introduction. Est-ce que je vais avoir des effets secondaires? Je t'invite à rester sur la vidéo pour découvrir ça. Attendez, mais je vous ai pas encore expliqué ce que c'était la turkestérone en vrai. Les gars, c'est une substance qu'on retrouve chez les insectes, dans les insectes, et on la retrouve aussi dans certains produits végétaux comme les épinards par exemple. Apparemment, selon certaines études, elle permettrait de gagner du muscle plus rapidement, elle améliorerait l'anabolisme du corps. Je vais ajouter une petite précision concernant la turkestérone parce que même s'il l'a relativement bien détaillé, ce sont en gros les stéroïdes des insectes et puis c'est aussi retrouvé dans les plantes. J'ai reçu beaucoup de questions sur la turkestérone parce que
que véritablement ça a été très à la mode et c'est sûr que comme je vous l'ai dit, le marketing a été vraiment assez, alors je vais pas dire fort dans le sens où ça n'a pas atteint le grand public, le mainstream, mais il y a quand même eu dans le milieu de la musculation on va dire voilà, ça a été quand même assez poussé avec des gens qui se sont dit mais attends, ça a l'air révolutionnaire, des personnes en ont parlé dans les podcasts comme aussi puissant que des stéroïdes anabolisants. Bref, les gens exagèrent toujours un petit peu parce que dès qu'on entend parler d'un secret, bah forcément c'est vendeur. Et avoue, c'est la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Ne te cache pas, dis-moi en commentaire si c'est vrai. Je ne te juge pas et personne ne te jugera parce que tout le monde l'a fait. Donc la turkestérone fait partie de la catégorie des ecdystéroïdes, donc tous les stéroïdes des insectes. Super pour ceux qui veulent ressembler à un insecte. Personnellement, je sais pas très bien qui a eu l'idée en premier. Alors c'est pas tout à fait vrai puisque j'ai fait de la bibliographie avant de démarrer cette vidéo pour vous apporter des informations fiables. Et les recherches ont d'abord été menées par des Russes. Comme quoi, il y a un Russe qui s'est dit on va prendre de la testostérone de fourmis ou de scarabées et peut-être que ça nous rendra fort. Après tout, c'est vrai que je crois que les fourmis peuvent soulever, je crois, 600 fois leur poids de corps. Donc c'est vrai que pourquoi pas ressembler ou avoir du sang de fourmi, ça peut éventuellement marcher. Par contre, là où, on va dire, il s'est un petit peu trompé, ça concerne les études. Il y a effectivement quelques études sur les ecdystéroïdes dans la grande famille, mais pour le coup, la biblio a été assez rapide. Il n'y en a aucune sur la turkestérone chez l'homme. C'est-à-dire que quand vous allez sur PubMed et que vous tapez turkestérone, on retrouve vite fait des dosages, des études sur des cellules ou autres, mais jamais aucune étude sur un humain. Et il y en a, oui, sur des rats, mais encore une fois, les humains et les rats, c'est très différent, même si je vais faire une blague de, même pas mauvais goût, une blague nulle, il y a des humains qui sont un petit peu des rats. Bref, allez, c'est pourri, je vais arrêter l'humour comme vous me l'avez déjà conseillé dans les commentaires. Donc la turkestérone, aucune étude sur les humains, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut même pas dire ni si c'est efficace, ni s'il y a des effets secondaires ou pas, tout simplement parce qu'il n'y a rien de publié. Il n'y a que des témoignages anecdotiques sur des forums et puis des gens qui font des vidéos sur YouTube, comme je vais le faire, mais je vais vous arrêter tout de suite. Encore une fois, si ça n'a jamais été testé chez les humains, eh bien peut-être que vous feriez mieux de ne pas en prendre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux, parce que si ça avait été très dangereux, il y aurait pour le coup eu, a priori, je dis bien très dangereux, il y aurait eu des, on va dire pas des case reports, mais en gros ça aurait fait surface, parce que si vraiment tous ceux qui le prenaient mouraient, eh bien on se serait penché sur la question. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits effets indésirables qui passent relativement inaperçus et qui ne sont pas notifiés aux autorités sanitaires compétentes. Et attention, c'est déjà arrivé avec des suppléments à base de plantes, même pas forcément dans la performance, hein, mais des herbes chinoises, des thés, enfin chinoises juste parce que c'est vendu dans les herboristeries, des choses qui sont vendues comme bonnes pour la santé, détoxifiantes ou juste des infusions, et c'était contaminé par des produits qui étaient toxiques. Et je me rappelle d'une histoire à base, je crois, de thé ou d'infusion qui contenait des plantes toxiques et qui avait envoyé une dizaine de personnes en réanimation parce que leurs reins ne marchaient plus du tout. Le produit était en fait véritablement toxique pour les reins. Donc attention à ce que vous ingérez dans votre corps. Il y a pour autant des études sur les ecdystéroïdes on va dire dans la grande famille, notamment l'ecdystérone qui est le cousin de la turkestérone, mais rien du tout sur la turkestérone. Donc en fait, c'est pas parce que l'ecdystérone marche que la turkestérone va marcher, parce que sinon, bah voilà, on prend du sel, du sucre, bah ça se ressemble un petit peu. Les deux, c'est de la poudre blanche. La cocaïne, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, si on se fie juste à parce que c'est un cousin, c'est pareil, bah non, ça n'est pas du tout ça. Comment ça marche, on va dire en pharmacologie, parce que des molécules qui sont presque pareils ou de la même famille n'ont pas du tout le même effet. L'exemple qui me vient en tête le plus rapidement, c'est l'alcool. Si vous buvez de l'éthanol, ça va vous rendre bourré le samedi soir et a priori, si vous n'en abusez pas, tout va bien se passer. Mais si vous prenez du méthanol qui ne diffère que de, je sais plus, je suis pas un chimiste, une ou deux liaisons ou une ou deux, en gros la structure est quasiment la même, eh bien vous allez finir intoxiqué en réanimation parce que ça va vous tuer. Et il y a déjà eu des cas d'alcool frelaté parce que le méthanol, je crois qu'il y a une histoire comme quoi c'est moins cher à produire que l'éthanol et du coup voilà, pourtant c'était des cousins. Donc attention, le fait que ce soit des cousins ne veut pas dire que ça marche également. Concernant son expérience, il l'a relativement bien menée, sous réserve bien sûr qu'il n'y a que lui, mais il prend des mensurations avant-après, des photos
et surtout il va s'en tenir au même, on va dire, pas protocole, mais en tout cas au même nombre de calories pendant toute la durée, parce que parfois on voit des expériences de gens sur une seule, on va dire, ils font leur propre expérience et puis il y a tout qui change, il y a leur style de vie, leur routine d'entraînement, leur nombre de calories, et puis à la fin ils te sortent un avant-après en te disant oui c'est ce supplément. Non, là pour le coup il essaie de faire des conditions d'expérimentation où il ne va y avoir que le supplément qui va changer pour voir s'il y a un effet et s'il y a eu des changements. Mais pour autant, vous allez voir que parfois ça n'est pas suffisant. On continue. Et les gars, regardez mes épaules. Genre, j'ai l'impression d'avoir un peu pris des épaules. J'ai l'impression que mon corps est un peu plus sec qu'avant. Moi, ce qui me passionne, tu vois, avec le corps humain, c'est qu'on peut faire une découverte. Genre là, imagine par exemple la turkestérone, je commence à la prendre et vraiment physiquement, je deviens sec, je deviens musclé, énervé, tu vois. Le corps humain, c'est fou, hein. Mais voilà, l'homme, il explore des planètes, il explore la galaxie et au final, le truc qu'on connaît peut-être le moins bien, tu vois, c'est le corps humain. Je suis quand même obligé de faire un petit commentaire. Le corps humain, la médecine, les molécules, la pharmacologie, on a quand même énormément progressé. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à comprendre, qu'on n'a clairement pas tout compris, notamment dans les voies de signalisation, dans les interactions. Il y a toujours des choses, des maladies qu'on n'explique absolument pas, mais en termes de compréhension, on a quand même bien évolué. De là à dire qu'on connaît mieux les planètes que le corps humain, il y a un petit fossé. Mais c'est vrai que la médecine, c'est une discipline qui va s'apprendre et qui va nécessiter énormément de temps et d'apprentissage. Et encore, il y a une des critiques qui revient très souvent sur la médecine, c'est qu'elle devient de plus en plus hyper spécialisée et elle se concentre sur les organes pris séparément et qu'elle ne prend plus en gros le corps humain dans son ensemble, et c'est quelque chose de malheureusement assez vrai, tout simplement parce que la somme des connaissances et l'hyper spécialisation font qu'on est devenu expert dans un domaine, dans par exemple la cardiologie pour ma spécialité, mais il y aura des médecins qui vont être spécialistes des reins, du foie, tout simplement parce que il y a tellement de choses à savoir sur déjà un seul organe en termes de maladies, de traitements, de choses qui ont progressé par rapport à avant, que ce n'est plus possible d'être un expert en tout. Avant, il y avait des scientifiques qui arrivaient à être des médecins, des philosophes, des dessinateurs, des inventeurs. Aujourd'hui, ce serait, je pense, relativement impossible. Alors après, il peut toujours y avoir des génies et des gens brillants. Il y a des gens qui vont être bons partout, bien évidemment, mais dans plusieurs disciplines, c'est extrêmement compliqué parce que vraiment, on est de plus en plus pointu. Donc, c'est un petit peu quelque chose d'inévitable quand on devient très bon, très spécialisé dans un domaine. Et encore, même pour la cardiologie, il va y avoir les spécialistes des artères, des valves, de l'électricité. Donc en fait, il y a vraiment des domaines de connaissances hyper spécialisés, hyper pointus, mais ça rend la prise en charge qui est, quand on est bien sûr atteint de la pathologie en question, qui est très précise. Et contrairement à un autre argument qu'on entend parfois, non, ce n'était pas mieux avant en termes de survie. Ça n'a rien à voir et aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps et on traite beaucoup mieux la plupart des maladies. Avant, un infarctus par exemple, c'était 3 semaines où on te regardait en train d'être allongé dans ton lit sans pouvoir bouger. Aujourd'hui, tu rentres, quelques heures après, tu es débouché et 1, 2, 3 jours plus tard, tu rentres chez toi. Et si tu n'as pas appelé le SAMU trop tard, eh bien, tu as a priori une bonne partie de ton cœur qui a été préservé, alors qu'avant, non, la moitié de ton cœur était détruit, et si tu avais une chance sur 2 de mourir, c'était quelque chose de gravissime, et c'est le cas pour énormément de maladies, mais souvent, on oublie ce qui était pas bien avant pour se rappeler uniquement des choses positives, c'est-à-dire que oui, avant, forcément, quand tu restais 3 semaines dans un lit d'hôpital, tu avais beaucoup plus le temps de discuter avec les patients et de les connaître, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça tourne beaucoup trop vite, et qu'on ne peut plus faire ça. Je me suis un peu égaré, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une petite rectification à faire sur cette affirmation comme quoi le corps humain, on le connaît moins bien que les planètes. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, je donne pas souvent les meilleurs trucs à faire, tu vois. Je donne un peu ce que je fais moi, mais souvent je dis aux autres, par exemple au niveau des compléments alimentaires, on me demande très souvent, ouais nana, c'est quoi les meilleurs compléments? Eh ben frérot, il faut que tu les testes. Tu peux les tester un par un, tu regardes ce qui marche le mieux sur toi, parce que chaque corps est différent et apprendre à bien connaître son corps, c'est une dinguerie. Et je te conseille pas forcément de suivre exactement la routine de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point intéressant qui soulève, et je vais le détailler, mais on va dire extrêmement rapidement parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. On oppose très souvent la science et l'empirisme, c'est-à-dire voilà, il y a les bodybuilders de terrain, les athlètes de terrain, et puis à côté, il y a les gens qui vont te sortir des vidéos sur des analyses scientifiques et
la critique qui est souvent faite, c'est que ces personnes-là n'ont jamais soulevé un seul poids, qu'ils se contentent de lire des études scientifiques, et je vais citer aucun nom dans la guéguerre actuelle, mais je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu ridicule. Ce qu'il faut à mon sens comprendre pour résumer, c'est que oui, la science est imparfaite, oui, l'empirisme est bien sûr imparfait, bien sûr beaucoup plus que la science. En fait, la science doit se baser sur l'empirisme pour ensuite tester les hypothèses et les prouver de façon contrôlée, méthodique, pour vraiment prouver que ce qu'on pensait être comme hypothèse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Et très souvent, quand quelque chose est empiriquement vérifié, par exemple, bah oui, si tu sautes du 4e étage, il y a de fortes chances que tu te tues, la science n'aura normalement aucun mal à le prouver. Alors tout n'est pas retesté quand ça paraît vraiment évident, mais parfois on a quand même des surprises, et il y a des choses qui instinctivement on va penser que ça marche, et en vérité quand on les teste, on se rend compte que c'est soit neutre, ça n'a pas d'effet, soit c'est même parfois délétère. Donc il faut se méfier de ses intuitions. Maintenant, c'est quand même très vrai ce qu'il dit, qu'il faut apprendre à se connaître dans les études, et même dans les meilleures études scientifiques, sans avoir de biais qui contiennent des millions de patients. Et bien forcément, il va y avoir une moyenne des résultats. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose va marcher pour la prise de muscle de façon moyenne. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, ça va marcher. Maintenant, il y aura bien évidemment des gens qui vont répondre beaucoup et qui vont décaler les résultats de façon très positive, et des gens chez qui ça ne va pas marcher, ou ça n'aura pas d'effet, ou ça aura très peu d'effet. Donc ceux-là vont décaler la moyenne de l'autre côté. Et effectivement, si tu es parmi ceux chez qui ça ne marche pas, chez qui ça te donne des effets secondaires, forcément, tu vas pas dire oui, mais la science a dit que ça marche, donc je vais continuer. Non, il ne faut pas le prendre. Donc en fait, il faut associer la science pour avoir des données scientifiques qui sont des moyennes et applicables sur les populations, mais ensuite, bien sûr qu'il faut individualiser. Et c'est tout le rôle d'un coach, normalement, c'est de connaître la science pour savoir vers quoi se tourner, mais ensuite l'adapter à chaque individu, selon son profil, selon sa génétique, selon ses sensations, son ressenti. Et c'est pareil pour l'alimentation. Les légumes, c'est bon pour la santé. Oui, moi, par exemple, il y a les 2/3 des légumes que je ne digère pas. Donc, si je me gavais de légumes, tout ce que je ferais, c'est d'aller aux toilettes 3 fois par jour. Donc, à un moment donné, il y a la science et puis il y a le terrain. Donc, il faut essayer de confronter, de mixer les deux pour se faire sa propre opinion. Il faut avoir des connaissances scientifiques, mais ensuite, il faut les tester sur le terrain. Quant au fait inverse de dire il faut tout tester pour savoir ce qui marche ou pas, je pense que c'est complètement débile. Si vous testez des choses qui peuvent être dangereuses, mettre en jeu votre santé, vous provoquer des effets indésirables, les tester, c'est quelque part un petit peu cavalier. Parce que voilà, tester, oui, il faut tester, mais tester des choses qui sont vouées à l'échec, ou bien ne serait-ce que de perdre du temps à tester des choses qui sont inutiles, ou qui chez la très grande majorité des gens ne marchent pas, parce que oui, attention au fait de se dire, je vais reprendre l'exemple de la science et des études qui montrent que quelque chose marche, il y a la moyenne et puis il y a les extrêmes. Mais si on prend le problème à l'envers, de là à tester volontairement quelque chose qui n'a pas marché sur le plus grand nombre en se disant je vais être l'exception, c'est un petit peu délirant. Donc en fait, il faut prendre, à mon sens, la chose dans l'autre sens. On prend ce qui marche pour la plupart des gens, on le teste sur soi, si ça marche, on continue, on essaie éventuellement de l'optimiser, et si ça ne marche pas, on considère qu'on ne fait pas partie de la moyenne. Mais d'aller à l'inverse et de se dire, bon, voilà, ça marche sur personne, mais bon, moi je suis l'exception génétique, et ça va marcher, donc je vais le tester, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Franchement, j'avais pas trop d'effet pour l'instant, et comme on approchait de la moitié de l'expérience, je commençais à me dire, ok, je me suis fait enfler, la turkestérone, ça sert à rien, c'est un produit placebo. Du coup, au lieu de prendre une gélule par jour, je me suis mis à prendre 3 gélules par jour. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des effets secondaires, mais je vais vous en parler maintenant. Bref, niveau boutons, en fait, je commence à en avoir quelques-uns. Je suis pas coutumier de ce fait-là, en fait. Ça peut paraître normal chez certaines personnes, mais moi, ça ne l'est pas. Attention à ne pas prendre trop de compléments alimentaires, parce que oui, quand quelque chose marche ou est censé marcher, c'est bien, prenez la dose recommandée. Ne faites pas les apprentis sorciers à prendre 2, 3 fois, 4 fois la dose, que ce soit pour des choses qui peuvent paraître anodines comme des protéines, mais parfois c'est vrai qu'on voit des gens qui commencent à augmenter les doses des boosters ou des choses qui contiennent de la caféine ou des substances qui sont potentiellement toxiques avec pour le coup des gros effets indésirables. Là, je vais faire une avance rapide, voilà, il a quelques boutons, bon... Et déjà, est-ce que c'est forcément lié? Oui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il dit qu'il n'a jamais eu d'acné au niveau des épaules et que là, il a des petits boutons, on peut penser que ça a un rapport avec le produit. Surtout que les effets dermatologiques au niveau de la peau, c'est
un des effets les plus les plus fréquents des effets indésirables quand il y a des réactions entre certaines molécules et le corps. En gros, la peau, c'est l'interface et c'est les choses qui se voient le plus vite. Peut-être qu'il s'il avait fait une prise de sang, il aurait eu des désordres au niveau du foie, on sait pas, une hépatite, une cytolyse parce que son foie n'aime pas beaucoup le produit, c'est possible aussi, mais ça ne se voit pas de façon directe, sauf quand vraiment ton foie est KO et que tu as les organes en train de fondre. Mais si c'est des effets mineurs comme 3 petits boutons, bah sur la peau ça se voit tout de suite, mais sur les organes internes ça ne se voit pas. Je suis un peu fatigué les gars, en ce moment je fais beaucoup de sport, peut-être que c'est aussi l'effet de la turkestérone, c'est-à-dire que comme je prends un complément alimentaire miracle, bah en fait j'ai envie de m'entraîner plus dur et plus souvent qu'avant pour pouvoir maximiser les effets en fait. Du coup, j'avoue, je suis un peu fatigué, mais bon, on continue parce que cette semaine, il y a du nouveau. Ça, c'est très intéressant comme commentaire et quelque part, ça va vous montrer les limites d'une expérience sur une seule personne et sur les petits groupes et surtout l'intérêt de la science. Comme il l'a dit, le simple fait de prendre des gélules qui ont été vendues, marketées comme étant quelque chose de révolutionnaire, hyper puissant, aussi puissant que des stéroïdes anabolisants sur la prise de muscle, le simple fait de se dire ok je prends ça et en plus je prends 3 gélules au lieu d'une, bah, psychologiquement il est conditionné pour se dire ok là je vais faire des performances de dingue, ma masse musculaire va exploser, je vais être déter. Il faut vraiment, c'est même pire que ça, il se dit il faut que je maximise l'effet de ces gélules que j'ai eu du mal à me procurer, je voulais couper au montage mais il l'a dit, et donc il va s'entraîner de façon hyper calibrée, il va pousser ses entraînements en se disant ok bon en gros si c'est vraiment des stéroïdes et que là je suis en cure, et que j'ai un multiplicateur, que je vais prendre 2-3 fois plus de masse musculaire que ce que j'aurais pris naturellement, faut vraiment que je me donne à fond pendant ce mois. Donc, et en plus si je veux faire une vidéo YouTube, je le dis gentiment au passage, si je veux faire une vidéo YouTube qui marche et essayer d'avoir des résultats, parce que forcément ce sera plus vendeur. Donc vous voyez comment le simple fait de prendre un placebo, alors je sais pas si c'est un placebo ou pas, mais en tout cas on peut imaginer que pour l'instant pour lui c'est simplement une gélule. Si on l'avait mis juste du sucre, eh bien ça aurait été la même chose. Il se dit ok je vais prendre de la masse donc je m'entraîne de façon déter. Donc ça veut dire que quand on dit bah moi j'ai pris telle ou telle chose et ça a marché, j'ai pris du muscle, vous vous rendez bien compte que si vous aviez pris n'importe quoi, du sucre dans une gélule, et qu'on vous avait dit attention c'est un stéroïde hyper puissant, tu vas avoir des boutons partout tellement que ton corps il va exploser, bah, psychologiquement tu vas avoir des résultats. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer avec un placebo pour enlever justement la part de cet effet placebo psychologique et ne laisser que la variable liée au médicament. Et concernant justement le fameux effet placebo, il y a eu une étude sur les ecdystéroïdes et notamment l'ecdystérone qui a été faite pour le coup sur des humains qui comparait des groupes placebo, donc un groupe en gros qui s'entraînait sans prendre d'ecdystérone, un groupe qui ne prenait que de l'ecdystérone sans s'entraîner, c'était les groupes contrôle et placebo, et 2 groupes qui prenaient de l'ecdystérone à différents dosages. Et l'étude a été hyper positive. Et donc c'est de là que le buzz est un petit peu parti en disant mais attends, en 10 semaines d'entraînement, les gens qui prenaient de l'ecdystérone en gélule, et puis citer la marque dans les méthodes de l'étude, hein, je vais pas la citer parce qu'on fera pas de publicité, mais les gens se sont dit ok en 10 semaines d'entraînement, ils ont pris entre 2 et 3 kilos en moyenne de masse musculaire. Attention, c'est quelque chose d'énorme en 10 semaines. Au début, quand j'ai lu l'étude, je me suis dit, ok, c'est une publicité. Et puis, quand vous voyez les conflits d'intérêts, les chercheurs ont été financés par le labo qui fabrique ces gélules. Et en réalité, non, parce que, figurez-vous, que dans les gélules, ils ont testé les gélules pour savoir si ça contenait réellement ce que ça disait, c'est-à-dire 100 mg d'ecdystérone, et en fait les gélules n'en contenaient que 6, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait même pas 5%, il y avait 6%, bah oui 6%, 6 mg de 100 mg promis, il y avait 6% du produit annoncé. Ça veut dire que les vendeurs de compléments alimentaires et les laboratoires, entre guillemets gentils des suppléments du fitness vont réduire les doses parce que les ecdystérones et les ecdystéroïdes c'est quelque chose de relativement cher je pense à extraire, donc moins t'en mets plus tu grattes sur les bénéfices. Donc quand tu as 6 mg, donc 6%, bah autant te dire que c'est quasiment du placebo. C'est comme si dans ta fiole de testo, on t'avait mis que de l'huile, on t'avait mis 1% de la testo promise. Toi, tu te piques et tu te dis, ok, là, je vais faire des gains de dingue. Et en fait, tu t'injectes que de l'huile. Donc, vous voyez un petit peu la force de l'effet placebo, même dans les études. Et concernant les résultats, parce que du coup, là, je vous mets en haleine et je vous dis, mais attends, ok, la turkestérone, 0 étude, mais le cousin, l'ecdystérone, il y a une étude qui montre chez des humains qu'on prend de la masse musculaire. Oui, mais en fait,
les résultats ne sont même pas expliqués parce que, comme on l'a vu, il y avait très peu d'ecdystérone. Et puis surtout, je suis toujours dubitatif de voir des gens qui arrivent à prendre 2 à 3 kilos en 10 semaines chez des gens qui s'entraînaient déjà avant. Et surtout, que je vais vous mettre le tableau édité, on voit que le groupe placebo, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que s'entraîner sans prendre d'ecdystérone, ceux-là ont perdu du muscle. Comment c'est possible qu'en t'entraînant 10 semaines, tu aies perdu du muscle? En fait, comment est-ce qu'on explique ces résultats? On peut pas vraiment les expliquer. Soit il y avait autre chose dans les gélules, mais a priori, ils ont aussi testé les participants pour rechercher les stéroïdes anabolisants et les capsules, et il n'y en avait pas. Donc parfois, c'est simplement lié au hasard, c'est-à-dire que sur des petits effectifs, quand tu as 6-7 participants par groupe, et qu'en plus la méthode de sélection des participants n'a pas été clairement déterminée, comment étaient faits les groupes. Donc en fait, si tu mets les participants qui te paraissent par exemple visuellement les plus aptes à prendre du muscle, et ceux qui vont être les plus déter pour s'entraîner, tu les mets tous dans le groupe qui vont prendre le vrai, en gros pas le placebo justement, l'ecdystérone. Ceux qui te paraissent un peu mous ou pas trop motivés, tu les mets dans le groupe placebo, et comme ça tu peux arriver à montrer des différences selon ta méthode de sélection. C'est pas des bonnes méthodes de sélection, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment tout savoir dans une étude sur le mode de recrutement, le suivi, etc. Et quand tout n'est pas précisé, il peut y avoir des petites incertitudes. Donc tout ça pour dire que voilà, dans cette étude, ça reste une seule étude avec des petits effectifs et des résultats qui, je persiste, sont pour moi quelque chose de douteux. Donc je n'irai pas prendre ni de turkestérone ni d'autres ecdystéroïdes de scarabée ou je sais pas quel insecte, parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a pas assez de preuves. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire que c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de données concernant la sécurité de ce complément sur les effets indésirables. Allez, je vais vous faire un petit voice-over sur la fin de la vidéo, et notamment quand il vous montre ses résultats. Pour résumer, il n'a pas pris véritablement de muscle, ses mensurations n'ont pas beaucoup changé, il nous laisse juger son physique avant-après, et son poids n'a que très peu bougé. Comment est-ce que ça peut s'expliquer qu'il ait perdu un petit peu de poids? Tout simplement parce que si, à mon sens, il s'est entraîné beaucoup plus dur, motivé par la prise de ce complément, il est possible qu'il ait brûlé plus de calories même s'il était resté et il avait fait attention à manger tout au long de l'expérience le même nombre de calories. Mais si vous dépensez un petit peu plus, vous pouvez avoir perdu quelques centaines de grammes, mais ça reste des variations de poids qui sont relativement faibles. Voilà pour cette vidéo sur les ecdystéroïdes et la turkestérone. J'espère que cette expérience vous aura plu. Je vous invite à aller voir la chaîne d'Ananas Musclé qui poste des expériences comme celle-ci, et pour le coup, comme je vous l'ai dit, s'il en fait d'autres plus tard, éventuellement, je commenterai si c'est intéressant. Avant de partir, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.